À 11h15 le matin du 9 avril 1944, le capitaine de corvette George Castleman se tenait sur la passerelle de l'USS Pillsbury, observant un sous-marin allemand émerger à 700 yards de sa proue tribord. 10 mois à commander une escorte de destroyers, des dizaines d'attaques aux grenades sous-marines, zéro capture. Le U-boat qui venait de faire surface était le U-515, commandé par l'un des as sous-mariniers les plus meurtriers d'Allemagne. Werner Henke avait coulé 25 navires alliés. Plus de 600 hommes, femmes et enfants s'étaient noyés lorsqu'il avait torpillé le navire de transport de troupes britanniques Céramique en décembre 1942. Maintenant, le bateau de Henke était paralysé, forcé à la surface par des heures de bombardement incessants aux grenades sous-marines du Pillsbury et de ses navires jumeaux. L'équipage allemand se précipita sur le pont. Certains armèrent leurs canons, d'autres sautèrent dans l'Atlantique. Le navire de Castleman ouvrit le feu, l'USS Flaherty également. Les mitrailleuses criblèrent le kiosque du sous-marin. Des roquettes filèrent à travers l'eau depuis les avions qui tournoyaient au-dessus. En quelques minutes, la proue du U-515 se souleva vers le ciel. Il glissa en arrière dans l'Atlantique et disparut. 44 marins allemands furent repêchés, dont Henke lui-même. Le groupe tactique avait détruit l'un des U-boats les plus performants d'Allemagne. Par tous les critères, c'était une victoire. Mais le capitaine Daniel Gallery, commandant le porte-avions d'escorte USS Guadalcanal et l'ensemble du groupe chasseurs-tueurs, vit quelque chose de complètement différent. Il vit une occasion manquée. Gallery avait regardé le U-515 flotter à la surface pendant près de 10 minutes avant qu'il ne coule. 10 minutes. Durant ce temps, ces navires avaient fait exactement ce pourquoi la marine les avait entraînés. Ils avaient détruit l'ennemi. Mais Gallery réalisa que s'il avait été prêt, s'il avait entraîné des équipes d'abordage à l'avance, il aurait pu capturer le sous-marin à la place. La valeur du renseignement aurait été extraordinaire. Livres de codes allemands, machines de chiffrement Enigma, système de guidage de torpilles, technologie de guidage acoustique. Les Alliés tentaient de déchiffrer les codes navals allemands depuis des années. Un U-boat capturé pourrait leur livrer tout. Aucun navire de guerre américain n'avait abordé et capturé un navire ennemi en mer depuis 1815. La guerre de 1812, 129 ans. La marine n'entraînait pas les marins aux actions d'abordage. Il n'y avait pas de procédure, pas de protocole. Personne n'avait même envisagé que ce soit possible. Gallery décida de changer cela. Le problème était immense. Les équipages de U-boats allemands étaient entraînés à s'aborder leurs bateaux en quelques minutes après avoir fait surface. Ils ouvraient les vannes marines. Ils plaçaient des charges de démolition. Ils détruisaient les livres de code et brisaient l'équipement. Même si des marins américains pouvaient atteindre un sous-marin en surface, ils montraient à bord d'un navire en train de couler piégé avec des explosifs. Les Allemands préféraient mourir plutôt que de laisser leurs secrets tomber entre les mains alliées. Et les statistiques étaient brutales. En 1943 seulement, les sous-marins allemands avaient coulé plus de 300 navires marchands alliés. Les escortes de destroyers américains en chasse faisaient face à une équation simple. Trouver le sous-marin, le détruire avant qu'il ne vous détruise. Il n'y avait pas de temps pour les équipes d'abordage. Pas de marge d'erreur. Chaque seconde où un U-boat restait à flot était une seconde de plus où il pouvait tirer des torpilles. Le Pillsbury de Castleman était une escorte de destroyers de classe Edsall, 1200 tonnes, canon de 3 pouces, grenades sous-marines et mortiers hérissons. Il était construit pour chasser et tuer les sous-marins, pas pour les capturer. Mais Gallery avait donné l'ordre. Chaque navire du groupe tactique 22.3 formerait une équipe d'abordage. Ils s'entraîneraient, ils se prépareraient. Et lors de leur prochaine patrouille, ils tenteraient quelque chose que la marine des États-Unis n'avait pas essayé depuis plus d'un siècle. Si vous voulez voir comment l'équipage de Castleman s'est préparé pour une mission impossible, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à faire connaître ces histoires oubliées à plus de spectateurs. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Retour au Pillsbury. Le groupe tactique retourna à Norfolk fin avril. Castleman rassembla ses meilleurs hommes. Il leur dit qu'ils allaient aborder un sous-marin allemand. Ils avaient 6 semaines pour comprendre comment. Le 15 mai 1944, le Pillsbury appareilla de Norfolk avec une nouvelle mission. L'ordre officiel disait «
patrouille anti-sous-marine de routine. Mais Gallery avait reçu une autorisation secrète des plus hauts niveaux du commandement naval. Ramenez-en un vivant. L'équipe d'abordage du Pillsbury se composait de 8 hommes. L'enseigne de vaisseau de première classe, Albert David, les dirigerait. Il avait 41 ans, un ancien marin enrôlé qui avait gravi les échelons pendant 25 ans dans la marine. Il servait comme officier mécanicien adjoint du navire. Il connaissait les machines, il connaissait les tuyaux et les vannes et comment les navires restaient à flot. David n'avait jamais abordé un navire ennemi. Personne dans la marine des États-Unis ne l'avait fait. Pas de mémoire d'homme. L'entraînement commença immédiatement après que le Pillsbury eut quitté Norfolk. Chaque jour, David entraînait ses hommes sur le pont arrière. Il s'exerçait à escalader les rambardes. Il répétait le saut d'une baleinière sur un pont en mouvement. Il mémorisait la disposition générale d'un sous-marin allemand de type 9, basé sur des photographies de renseignements et des dessins techniques. Les défis étaient stupéfiants. Un U-boat en surface tournerait de manière erratique, son gouvernail probablement bloqué par les dommages des grenades sous-marines. Le pont serait glissant d'eau de mer et de mazout. Des marins allemands pourraient encore être à bord, armés et désespérés. Le sous-marin pourrait plonger à tout moment, emportant l'équipe d'abordage avec lui. Et puis il y avait les explosifs. Les commandants allemands suivaient des protocoles stricts pour le sabordage. Au moment où un U-boat faisait surface sous attaque, le capitaine ordonnait l'armement des charges de démolition. Celle-ci était placée dans tout le sous-marin, conçue pour détonner et envoyer le bateau au fond en quelques minutes. L'équipage ouvrirait également les vannes marines, inondant la salle des machines et les espaces de contrôle. Même si des marins américains atteignaient le sous-marin, ils entreraient dans un navire qui coulait simultanément et étaient piégés pour exploser. L'équipe de David devait travailler vite. Ils estimaient 3 à 5 minutes entre l'abordage et l'inondation catastrophique. Dans cette fenêtre, ils devaient localiser et désarmer les charges de démolition, trouver et fermer les vannes marines et arrêter toutes les autres mesures de sabordage que les Allemands avaient initiées, tout en naviguant dans l'intérieur exigu et inconnu d'un sous-marin étranger dans une quasi-obscurité. Les outils étaient basiques, clés, lampes de poche, armes de poing. Il n'y avait pas d'équipement spécialisé pour capturer des sous-marins ennemis parce que personne n'en avait jamais eu besoin. Gallery tint des conférences avec ses capitaines d'escorte de destroyers tout au long du voyage de 3 semaines. Le commandant Frederick Hall coordonna l'approche tactique. Le plan prévoyait une utilisation prudente des armes une fois qu'un U-boat ferait surface. Les navires ne tireraient qu'avec des canons de petit calibre, suffisamment pour chasser l'équipage allemand par-dessus bord, mais pas assez pour couler le sous-marin. Les avions mitrailleraient les ponts pour empêcher l'ennemi d'armer ses canons, mais les pilotes avaient ordre d'éviter les impacts sous la ligne de flottaison. L'objectif était de blesser le sous-marin, pas de le tuer. Le rôle du Pillsbury était critique. Il serait le premier navire à mettre une équipe d'abordage à l'eau. Castleman positionna ses équipages de baleinières pour un déploiement rapide. Au moment où un U-boat émergerait, David et ses hommes seraient par-dessus bord et fonçant vers lui. Il n'y avait aucune garantie que le plan fonctionnerait. La marine n'avait jamais rien tenté de tel. Les renseignements suggéraient que les équipages allemands pouvaient terminer les procédures de sabordage en moins de 4 minutes. Si l'équipe de David avait même 30 secondes de retard, il coulerait avec le sous-marin. Le groupe tactique navigua vers le sud, en direction des îles du Cap-Vert, au large de la côte ouest de l'Afrique. Les rapports de renseignement indiquaient une activité de U-boat dans les voies maritimes. Les avions du Guadalcanal effectuaient des patrouilles constantes, cherchant des périscopes et des mâches Norshell. Les jours passèrent sans contact. Les hommes devinrent agités. David continua d'entraîner son équipe d'abordage, mais la répétition les usait. Ils avaient mémorisé chaque procédure. Ils avaient répété chaque scénario. Maintenant, ils attendaient simplement. Le matin du 4 juin 1944, le groupe tactique se trouvait à 150 miles à l'ouest du Cap Blanc. Gallery avait ordonné un changement de cap pour se diriger vers Casablanca pour faire le plein. La patrouille semblait terminée. À 11h09, l'opérateur sonar à bord de l'USS Chatelain signala un contact. Relèvement 045, distance 800 yards. Un sous-marin naviguait en immersion directement vers le porte-avions Guadalcanal. L'équipe de David s'était entraînée pendant 6 semaines. Maintenant, ils avaient des minutes. Le Chatelain vira sec à tribord et accéléra vers le contact.
Deux chasseurs FM2 Wildcat du Guadalcanal plongèrent vers la mer. Leurs pilotes repérèrent la forme sombre d'un sous-marin naviguant juste sous la surface. Ils ouvrirent le feu avec leurs mitrailleuses, traçant des lignes d'éclaboussure à travers l'eau, pour marquer la position pour les destroyers en dessous. À 11h16, le Châtelain largua son premier tapis de grenades sous-marines. L'explosion envoya des colonnes blanches d'eau jaillir vers le ciel. Du mazout remonta à la surface. Le sous-marin était touché. 6 minutes et demie après la première attaque, le U-boat émergea à 700 yards du Châtelain. Il sortit proue en avant, sa coque grise ruisselant d'eau de mer, son kiosque marqué de rouille. Les grenades sous-marines avaient bloqué son gouvernail. Ses lumières étaient éteintes. L'eau de mer se déversait à travers des tuyaux fissurés dans sa salle des machines. Le sous-marin commença à tourner à tribord, à 5 ou 6 nœuds, incapable de gouverner. Des marins allemands se précipitèrent par les écoutilles sur le pont. Certains essayèrent d'atteindre leurs canons de pont. Le Châtelain et les autres escortes ouvrirent le feu avec tout ce qu'ils pouvaient porter. Les balles de mitrailleuses étincelèrent sur le kiosque. Un marin allemand tomba mort sur le pont. Les autres levèrent les mains et commencèrent à sauter dans l'Atlantique. Sur la passerelle du Pillsbury, Castleman observa le sous-marin spiraler dans l'eau. C'était le moment. Il donna l'ordre de mettre la baleinière à l'eau. David et son équipe de 8 hommes attendaient déjà. Ils descendirent dans le bateau et larguèrent les amarres. Le barreur dirigea directement dans la trajectoire circulaire du sous-marin. Le U-boat bougeait encore, tournait encore. Il devrait l'intercepter comme en poursuivant un animal blessé. La baleinière coupa à l'intérieur de l'arc du sous-marin. Les hommes pouvaient voir la coque grise grossir à chaque seconde. Du mazout rendait l'eau glissante autour d'eux. Des marins allemands se débattaient dans les vagues à proximité, criant et faisant signe pour être secourus. David les ignora. Son attention était sur le sous-marin. La baleinière s'approcha le long du bord. La coque était glissante de mazout et d'eau de mer. David saisit une rambarde et se hissa sur le pont. Ses hommes suivirent. Le sous-marin roulait sous leurs pieds, tournant encore, coulant par la poupe. Un corps allemand gisait face contre terre près de l'écoutille du kiosque. Aucun autre marin ennemi n'était visible. David n'hésita pas. Il grimpa par l'écoutille et se laissa tomber dans la salle de contrôle. L'intérieur était presque sombre. L'éclairage d'urgence projetait des ombres rouges sur des machines inconnues. L'eau jaillissait de tuyaux cassés. Le pont était incliné. Le sous-marin se remplissait d'eau. David pouvait entendre le ruissellement d'eau de mer quelque part en dessous. Les Allemands avaient ouvert les vannes marines avant d'abandonner le navire. Il avait des minutes, peut-être moins, avant que le bateau ne coule. Ses hommes se dispersèrent dans les compartiments. L'un trouva la vanne du filtre de mer, un gros tuyau permettant à l'eau océanique d'inonder les cales. Le couvercle avait été retiré et jeté de côté. Il le localisa à proximité et le revissa en place. L'inondation ralentit. D'autres cherchèrent les charges de démolition. Ils en trouvèrent 13 dans tout le sous-marin, placés dans la salle des machines, les compartiments à torpilles, les espaces de contrôle. Chacune devait être localisée, examinée et désarmée. Les charges avaient des minuteries. Certaines étaient réglées pour détonner en quelques minutes. L'équipe de David travailla dans une quasi-obscurité, rampant dans l'eau huileuse, traçant des tuyaux et des câbles inconnus. Ils arrachèrent des fils, ils retirèrent des détonateurs, ils scellèrent des vannes et des écoutilles. Le sous-marin continuait de s'enfoncer par la poupe. Son pont arrière était déjà submergé. Au-dessus d'eux, le sous-marin tournant en rond posait un nouveau danger. Sans gouvernail, le U-boat pivota vers le Pillsbury lui-même. Castleman dut manœuvrer son navire pour éviter la collision. La baleinière qui avait livré l'équipe de David fut écrasée entre les deux coques. 3 compartiments du Pillsbury furent inondés par l'impact, mais l'équipe d'abordage resta à bord du sous-marin. Ils avaient arrêté le sabordage. Le U-boat était blessé, mais il ne coulait pas. À 11h30, une deuxième équipe d'abordage arriva du Guadalcanal, dirigée par le commandant Earl Trosino, l'ingénieur en chef du porte-avions. Il trouva les hommes de David travaillant encore dans les compartiments inondés, retirant encore des charges de démolition de coins cachés. Ils avaient capturé un sous-marin allemand. Maintenant,
il devait le maintenir à flot. Le commandant Trosino rampa dans les compartiments inondés pendant des heures. Il était ingénieur de la marine marchande avant la guerre, expérimenté avec les systèmes et machines de navires, mais il n'avait jamais été à l'intérieur d'un sous-marin allemand. Aucun Américain ne l'avait été. Le U-boat de type 9 était plus grand qu'il ne s'y attendait, plus de 250 pieds de long, 11 compartiments reliés par des écoutilles étanches. La conception était étrangère, les étiquettes en allemand, l'équipement inconnu. Trosino traça les canalisations à la main, les suivant à travers l'eau huileuse des cales, jusqu'à ce qu'il comprenne comment les systèmes du sous-marin étaient connectés. La poupe était déjà sous l'eau. Les dommages des grenades sous-marines avaient fissuré des tuyaux et rompu des réservoirs dans toute la section arrière. L'eau de mer continuait de s'infiltrer par des dizaines de petites fuites. S'il ne pouvait pas arrêter l'inondation, le sous-marin coulerait en quelques heures. Trosino organisa l'effort de sauvetage. Il dirigea les hommes vers des vannes spécifiques. Il identifia quelles pompes fonctionnaient encore. Il bricolait des connexions entre les compartiments pour rediriger le flux d'eau. Lentement, l'inondation se stabilisa. Pendant que Trosino travaillait à maintenir le sous-marin à flot, l'équipe de David collecta les matériaux de renseignement. Ils trouvèrent 2 machines de chiffrement Enigma intactes, complètes avec leur rotor de codage. Ils rassemblèrent des piles de livres de code, de documents de signaux et d'ordres opérationnels. Ils localisèrent des cartes montrant les zones de patrouille des U-boats à travers l'Atlantique. 900 livres de documents navals allemands classifiés. La prise était extraordinaire. Les déchiffreurs de codes alliés à Bletchley Park en Grande-Bretagne travaillaient à déchiffrer les communications navales allemandes depuis des années. Ils avaient obtenu un succès partiel, mais les Allemands changeaient régulièrement leurs paramètres de chiffrement. Des livres de code frais et une machine Enigma intacte pouvaient déverrouiller des mois de messages interceptés. Mais il y avait plus. Dans la chambre des torpilles avant, les équipes de sauvetage trouvèrent 2 torpilles à guidage acoustique. Les Allemands les appelaient Zaunkönig. Les Alliés avaient entendu des rumeurs sur ces armes, mais n'en avaient jamais examiné une. Les torpilles utilisaient le son pour suivre leur cible, se dirigeant vers le bruit d'hélice des navires alliés. Comprendre comment elles fonctionnaient pourrait sauver des centaines de vies. Le capitaine Gallery faisait face à un problème immédiat. Son groupe tactique était maintenant responsable d'un sous-marin ennemi capturé à 150 miles de la côte africaine. Le U-boat ne pouvait pas se déplacer par ses propres moyens. Il restait à peine à flot et 3000 marins américains venaient d'assister à sa capture. Si les Allemands apprenaient que le U-505 avait été pris intact, ils changeraient immédiatement leur code. Chaque avantage gagné grâce aux matériaux capturés disparaîtrait. L'opération entière serait sans valeur. Gallery ordonna le secret absolu. Aucune transmission radio concernant la capture. Aucun enregistrement écrit dans les journaux de bord. Les prisonniers allemands, 58 hommes, dont leur capitaine blessé, furent confinés sous les ponts du Guadalcanal, interdits de parler à quiconque. Puis Gallery reçut de nouveaux ordres de Washington. Le plan original avait été de remorquer le sous-marin jusqu'à Casablanca. Maintenant, il était dirigé pour l'emmener aux Bermudes à la place. 2500 miles à travers l'Atlantique ouvert. Le timing était critique. Les forces alliées étaient sur le point d'envahir la Normandie. Le jour J était prévu pour le 5 juin, repoussé au 6 juin en raison du temps. Si les services de renseignement allemands découvraient que leur code avait été compromis quelques jours avant la plus grande invasion amphibie de l'histoire, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le Pillsbury tenta de prendre le sous-marin en remorque, mais la collision pendant la capture avait endommagé sa coque. 3 compartiments étaient inondés. Il ne pouvait pas maintenir la tension. Le Guadalcanal lui-même installa une ligne de remorquage du porte-avions au U-boat et commença le lent voyage vers le nord. Le voyage dura 15 jours. Des tempêtes menaçaient de submerger le sous-marin gorgé d'eau. Les équipes de sauvetage restèrent à bord 24 heures sur 24, pompant l'eau et surveillant les fuites. Le remorqueur de flotte USS Abnaki prit finalement en charge les tâches de remorquage, mais le danger ne diminua jamais. Le 19 juin, le groupe tactique entra dans la baie de Port-Royal aux Bermudes. Le U-boat fut immédiatement caché dans un coin reculé de la base navale. Il fut repeint pour dissimuler ses origines allemandes et reçut une nouvelle désignation, USS Nemo. Les 58 prisonniers allemands furent transférés dans un camp secret en Louisiane. La Croix-Rouge se vit refuser l'accès. Leurs familles en Allemagne reçurent des notifications indiquant qu'ils étaient portés disparus, présumés morts.
Il n'apprendrait la vérité qu'en 1947. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte des États-Unis, examina la prise de renseignements. Les livres de code à eux seuls étaient inestimables. Mais King avait une autre préoccupation. Gallery avait pris un risque énorme. Si la capture avait échoué, si les Allemands avaient appris que leur code était compromis, les dommages aux opérations alliées auraient pu être incalculables. La réponse de l'amiral fut mesurée. Gallery recevrait la Légion du Mérite, mais il recevrait également un avertissement privé. Le secret devait tenir. S'il ne tenait pas, il y aurait des conséquences. La marine allemande n'apprit jamais ce qui était arrivé au U-505. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de U-Boots, reçut la dernière transmission du sous-marin le 3 juin. Il signalait sa position au large de la côte africaine et indiquait qu'il retournait à la base à Lorient, en France. Après le 4 juin, silence. Ce n'était pas inhabituel. Les U-Boots disparaissaient constamment en 1944. Les groupes chasseurs-tueurs alliés et les avions à long rayon d'action avaient transformé l'Atlantique en terrain de chasse pour les sous-marins allemands. Dönitz supposa que le U-505 avait été coulé par des grenades sous-marines ou une attaque aérienne comme des centaines d'autres avant lui. Il n'ordonna aucun changement aux codes allemands. Il n'émit aucun avertissement concernant des communications compromises. La marine continua d'utiliser les mêmes paramètres Enigma, les mêmes procédures de chiffrement, les mêmes protocoles opérationnels. Le secret tint. 3000 marins américains qui avaient assisté à la capture ne dirent rien. Ils n'écrivirent aucune lettre chez eux décrivant ce qu'ils avaient vu. Ils ne firent aucune mention dans leurs journaux personnels. Le capitaine Gallery avait expliqué les enjeux pendant le voyage vers les Bermudes. Si la nouvelle atteignait les Allemands, la valeur du renseignement serait détruite. Des marins et soldats alliés mourraient à cause de paroles imprudentes. Les hommes comprirent. Pas une seule violation ne se produisit. À Bletchley Park en Angleterre, les déchiffreurs de code britanniques reçurent les matériaux capturés en quelques semaines. La machine Enigma et ses rotors confirmèrent leur compréhension des méthodes de chiffrement allemandes. Les livres de code fournirent des paramètres valides jusqu'à l'été 1944. Les transmissions de U-boats interceptés qui avaient été du charabia devinrent soudainement lisibles. Le renseignement révéla les positions des sous-marins allemands à travers l'Atlantique. Il exposa les schémas de patrouille et les stratégies d'attaque. Il identifia les routes d'approvisionnement et les points de rendez-vous. Les commandants de convois alliés ajustèrent leurs routes pour éviter les concentrations connues de U-boats. Les groupes chasseurs-tueurs reçurent des coordonnées précises pour leurs cibles. Les torpilles à guidage acoustique se révélèrent tout aussi précieuses. Les ingénieurs américains du laboratoire d'armement naval à Washington démontèrent les armes Zaun-König et analysèrent chaque composant. Ils découvrirent que les torpilles suivaient le bruit de cavitation créé par les hélices des navires. En quelques mois, la marine développa des contre-mesures. Les navires commencèrent à remorquer des générateurs de bruit appelés Foxers, des leurres qui produisaient des sons de cavitation plus forts que les navires eux-mêmes. Les torpilles poursuivaient les leurs au lieu de leur cible prévue. Les commandants allemands de sous-marins remarquèrent le changement. Leurs torpilles acoustiques, qui avaient été dévastatrices pour les escortes alliées, manquaient soudainement leur cible avec une fréquence alarmante. Ils signalèrent les échecs au quartier général. Dönitz soupçonnait que les Alliés avaient développé une forme de contre-mesure, mais il n'établit jamais le lien avec l'U-505. Il supposa que la technologie avait été capturée à partir d'une torpille qui n'avait pas explosé, et non d'un sous-marin pris intact. La guerre dans l'Atlantique se poursuivit durant l'été et l'automne 1944. Les pertes de sous-marins augmentèrent. De nouveaux sous-marins quittèrent les chantiers navals allemands équipés de schnorkels, des dispositifs qui leur permettaient de faire fonctionner leurs moteurs diesel en plongée. La technologie prolongeait leur endurance sous-marine et les rendait plus difficiles à détecter. Mais les Alliés possédaient les codes. Ils savaient où les nouveaux sous-marins se rendaient avant leur arrivée. Les groupes de chasseurs-tueurs les interceptaient en plein océan. Les avions les attrapaient durant les transits en surface. La bataille de l'Atlantique, qui avait menacé d'étrangler les lignes d'approvisionnement de la Grande-Bretagne pendant 4 ans, était effectivement gagnée. Le Pillsbury retourna aux opérations après des réparations à Norfolk. La collision avec l'U-505 avait endommagé 3 compartiments, mais les équipes du chantier naval la restaurèrent en quelques semaines. À la fin de l'été, il était de retour en patrouille avec le groupe opérationnel 22.3. Le groupe de chasseurs-tueurs continua de balayer l'Atlantique durant l'automne. Ils ne trouvèrent aucun sous-marin.
L'activité des sous-marins allemands s'était effondrée dans l'océan central. Les quelques bateaux encore en opération longeaient la côte européenne ou se cachaient dans des eaux lointaines où la couverture aérienne alliée était faible. La guerre en Europe approchait de sa fin. En avril 1945, les armées alliées avaient traversé le Rhin et avançaient en Allemagne. Les forces soviétiques se rapprochaient de Berlin par l'est. Le Reich d'Hitler s'effondrait, mais la guerre des sous-marins n'était pas terminée. Le commandement naval allemand avait planifié une dernière opération. Un groupe de sous-marins équipés de la dernière technologie traverserait l'Atlantique et frapperait la côte américaine. La mission était désespérée, une dernière tentative de prouver que l'Allemagne pouvait encore menacer le territoire ennemi. Le 8 avril 1945, le Pillsbury appareilla de Norfolk dans le cadre d'un nouveau groupe opérationnel. Leur mission était d'intercepter les sous-marins entrants avant qu'ils n'atteignent les eaux américaines. L'opération s'appelait Teardrop. L'opération Teardrop naquit de la peur. Les services de renseignement alliés avaient détecté un groupe de sous-marins allemands se dirigeant vers l'ouest à travers l'Atlantique début avril 1945. Les bateaux étaient des sous-marins de type neuf à longue portée, capables d'atteindre la côte américaine. Mais ce qui alarmait les planificateurs navals était la cargaison qu'ils pouvaient transporter. Des rumeurs avaient circulé pendant des mois concernant des plans allemands pour lancer des bombes volantes V1 ou des fusées V2 depuis des plateformes sous-marines. Les armes avaient dévasté Londres. Un seul V2 frappant New York ou Washington pourrait tuer des milliers de personnes. Les services de renseignement américains ne pouvaient pas confirmer si les sous-marins approchants transportaient de telles armes, mais ils ne pouvaient pas l'exclure. La marine assembla 2 forces de barrage pour intercepter les bateaux entrants. Le groupe opérationnel 22.7 comprenait les porte-avions d'escorte Bogg et Core, ainsi que plus d'une douzaine d'escorteurs. Le Pillsbury fut assigné à l'écran. Le barrage s'étendait à travers les approches occidentales de l'Atlantique, un filet de navires et d'avions conçus pour attraper tout sous-marin tentant d'atteindre les eaux américaines. Pendant 2 semaines, le groupe opérationnel patrouilla dans un brouillard changeant et des mers agitées. Les avions effectuèrent des recherches constantes. Les opérateurs sonars écoutèrent les contacts. Les sous-marins étaient quelque part là-bas, naviguant silencieusement sous les houles grises. Le 16 avril, le barrage marqua ses premiers succès. Les escorteurs localisèrent l'U-235 et l'U-880 à quelques heures d'intervalle. Les grenades sous-marines envoyèrent les 2 par le fond. 6 jours plus tard, les avions et les navires de surface détruisirent l'U-518, 3 sous-marins coulés. Le barrage fonctionnait, mais les Allemands continuaient d'arriver. Le matin du 24 avril, l'USS Frederick C. Davis patrouillait à 650 miles au nord-ouest des Açores. À 8h29, son opérateur sonar signala un contact. La distance était de 2000 yards. Un sous-marin tentait de se glisser à travers le barrage. Le Frederick C. Davis manœuvra pour attaquer. Le contact s'estompa, perdu dans son propre sillage. Son officier de quart ordonna un virage serré pour relocaliser la cible. À 8h39, avec le sous-marin à seulement 650 yards, une torpille frappa son flanc bâbord. L'arme à tête chercheuse acoustique détonna dans la salle des machines avant. L'explosion brisa l'escorteur en 2. Sa section avant coula immédiatement. Sa poupe flotta pendant 5 minutes, tandis que les survivants se précipitaient dans l'eau. 115 hommes moururent. Seulement 77 furent secourus. Le Frederick C. Davis fut le dernier navire de guerre américain coulé par l'action ennemie dans l'Atlantique. Le sous-marin qui le tua était l'U-546, commandé par le capitaine-lieutenant Paul Just. Il s'était glissé à travers le barrage sans être détecté, avait tiré sa torpille à bout portant, et plongeait maintenant en profondeur pour s'échapper. Le Pillsbury était à 12 miles lorsque l'appel de détresse arriva. Castleman ordonna la vitesse maximale. En 1 heure, 8 escorteurs avaient convergé vers le point de référence. Le Flaherty arriva en premier et établit un contact sonar à 9h23. Il attaqua avec des grenades sous-marines. Le contact s'estompa. La chasse dura 10 heures. L'U-546 plongea à 600 pieds et navigua silencieusement. Les escorteurs se déployèrent à travers la zone de recherche, leurs faisceaux sonars sondant les profondeurs. Le contact allait et venait. Le sous-marin manœuvrait constamment en utilisant les couches thermiques et ses moteurs électriques silencieux pour échapper à la détection. Le Pillsbury tournait en cercle sur le périmètre,
tandis que le Flaherty coordonnait les attaques. Le Chatelain, le Nunzer, le Variant, le Hubbard, le Janssen et le Keith rejoignirent la poursuite. Ils larguèrent des grenades sous-marines en motifs superposés. Ils tirèrent des salves de hérissons sur des positions supposées. Chaque attaque forçait l'U-546 plus profond, mais il refusait de faire surface. En fin d'après-midi, les batteries du sous-marin étaient presque épuisées. Il était en plongée depuis 8 heures. Son air était vicié. Son équipage était épuisé. À 19h43, après une dernière attaque au hérisson du Flaherty, l'U-546 chassa ses ballastes et fit surface. Les escorteurs ouvrirent le feu immédiatement. Le capitaine de l'U-546 ordonna le lancement de 2 torpilles sur le Flaherty comme acte final de défi. Les 2 manquèrent. Le tir de mitrailleuse balaya le pont du sous-marin. L'équipage allemand abandonna le navire. 33 survivants furent retirés de l'eau, dont le capitaine-lieutenant Just. Il fut emmené à bord du porte-avions d'escorte Bogg pour interrogatoire. La marine devait savoir une chose. Y avait-il d'autres sous-marins transportant des armes secrètes ? Just avait la réponse. L'interrogatoire du capitaine-lieutenant Paul Just dura des jours. Les officiers du renseignement naval le pressèrent au sujet d'armes secrètes, de fusées lancées depuis des sous-marins, de plans pour frapper les villes américaines. Just répondit à leurs questions. Il n'y avait pas d'armes V à bord des sous-marins allemands. Il n'y en avait jamais eu. Les bateaux traversant l'Atlantique transportaient des torpilles standards et rien de plus. La mission était une attaque conventionnelle finale, un geste désespéré d'une marine mourante. L'assaut de fusées redouté sur le territoire américain était un fantôme. L'opération Teardrop avait réussi. Les forces de barrage avaient détruit 5 des 7 sous-marins envoyés contre les États-Unis. L'U-546 était le dernier. Les 2 bateaux restants se rendirent lorsque l'Allemagne capitula le 8 mai 1945. Le Pillsbury était présent pour cette édition également. Lui et son navire jumeau le Pope escortèrent l'U-858 du milieu de l'Atlantique jusqu'à Cape May, New Jersey, après avoir placé un équipage de prise à bord. La guerre dans l'Atlantique était terminée. Le bilan final révéla l'ampleur de la contribution du Pillsbury. En 13 mois d'opérations de combat, le petit escorteur avait participé à la destruction de 2 sous-marins allemands et à la capture d'un 3e. Aucun autre navire de guerre américain ne pouvait revendiquer un tel record. L'U-515 avait été l'un des sous-marins les plus performants de la marine allemande. Son commandant, Werner Henke, avait coulé 25 navires alliés totalisant plus de 150 000 tonnes. Les grenades sous-marines du Pillsbury l'avaient forcé à faire surface en avril 1944. L'U-505 était le seul sous-marin allemand capturé par les forces américaines durant toute la guerre. Les matériaux de renseignement récupérés de sa coque avaient fourni des mois d'aperçus des opérations navales allemandes. La machine Enigma et les livres de code avaient permis aux cryptographes alliés de lire les communications ennemies durant l'été critique de 1944, lorsque l'invasion de Normandie était en jeu. L'U-546 était le dernier sous-marin allemand à couler un navire de guerre américain. Le Pillsbury avait rejoint la chasse de 10 heures qui l'avait amené à la surface et avait mis fin à sa menace. La marine reconnut l'exploit avec sa plus haute distinction d'unité. Le groupe opérationnel 22.3 reçut la citation présidentielle d'unité pour la capture de l'U-505. La citation louait l'attaque coordonnée, l'action d'abordage rapide et la préservation réussie de matériaux de renseignement inestimables. Le lieutenant Albert David reçut la médaille d'honneur pour avoir dirigé l'équipe d'abordage sur le sous-marin tournant. Sa citation décrivait comment il avait plongé à travers l'écoutille du kiosque, pleinement conscient que le sous-marin pouvait couler ou exploser à tout moment. Il avait risqué sa vie au-delà de l'appel du devoir. C'était la seule médaille d'honneur décernée à un marin de la marine dans tout le théâtre atlantique de la Seconde Guerre mondiale. 2 membres de l'équipe d'abordage de David, le radio de 2e classe Stanley Wdowiak et le torpilleur de 3e classe Arthur Knispel, reçurent la Navy Cross. Les autres membres de l'abordage reçurent des étoiles d'argent. Le capitaine Daniel Gallery reçut la Légion du Mérite. Mais la reconnaissance vint avec une ombre. L'amiral King avait clairement indiqué que le secret entourant l'U-505 devait tenir jusqu'à la fin de la guerre. Gallery avait pris un risque énorme. Si la capture avait été révélée prématurément,
si les Allemands avaient changé leur code avant le jour J, les conséquences auraient pu altérer le cours de l'invasion. King respectait l'audace de Gallery, mais ne pardonna jamais complètement le danger qu'il avait créé. Le sous-marin capturé resta caché aux Bermudes jusqu'à ce que l'Allemagne se rende. Puis la marine l'utilisa une dernière fois. Repeint et restauré, l'U-505 fit le tour des ports américains dans le cadre de la 7e campagne d'obligations de guerre. Les citoyens qui achetaient des obligations pouvaient monter à bord et marcher à travers les compartiments où David et ses hommes s'étaient battus pour le maintenir à flot. La campagne d'obligations rapporta des millions. Le public apprit finalement l'histoire que 3000 marins avaient gardée secrète pendant près d'1 an. Après la guerre, la marine n'avait plus besoin du sous-marin. Des plans furent établis pour le remorquer en mer et le couler par tir d'artillerie, une cible pour l'entraînement au tir. Il disparaîtrait sous l'Atlantique, comme les centaines d'autres sous-marins détruits durant la guerre. Mais Gallery avait d'autres idées. Le sous-marin pour lequel ces hommes avaient risqué leur vie méritait un sort différent. Le contre-amiral Daniel Gallery, comme il était devenu après la guerre, lança une campagne pour sauver l'U-505. Il contacta les dirigeants civiques de Chicago, sa ville natale. Il proposa que le sous-marin soit transporté dans la ville et exposé comme mémorial permanent de la bataille de l'Atlantique. Le Musée des sciences et de l'industrie accepta d'accueillir l'exposition, mais amener le sous-marin à Chicago nécessitait de déplacer un navire de 750 tonnes de l'océan Atlantique jusqu'à la rive du lac Michigan. Le voyage couvrirait plus de 1000 miles, dont une grande partie par voie terrestre. En 1954, les ingénieurs firent flotter l'U-505 le long de la côte atlantique, à travers le golfe du Mexique, et remontèrent le système fluvial du Mississippi jusqu'à Chicago. La dernière étape nécessita de haler le sous-marin à travers les rues de la ville, sur des rouleaux spécialement construits. Des milliers de Chicagoans bordèrent le parcours pour regarder le sous-marin allemand ramper devant leurs maisons et commerces. Le 25 septembre 1954, l'amiral de flotte William Halsey dédia l'U-505 comme mémorial de guerre permanent. Il fut placé à l'extérieur sur les terrains du musée où les visiteurs pouvaient monter à bord et marcher à travers les mêmes compartiments qu'Albert David et ses hommes avaient pénétré une décennie plus tôt. David lui-même ne vit jamais le mémorial. Il mourut d'une crise cardiaque le 17 septembre 1945, 3 semaines avant qu'il ne soit prévu qu'il reçoive la médaille d'honneur. Il avait 43 ans. Le président Harry Truman présenta la médaille à sa veuve, Linda May David, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le mois suivant. La marine honora la mémoire de David en nommant un escorteur d'après lui. L'USS Albert David fut mis en service en 1968 et servit jusqu'en 1990. George Castleman retourna à la vie civile après la guerre. Le capitaine de corvette, qui avait vu 2 sous-marins couler et ordonné l'abordage d'un 3e, reprit une existence tranquille loin de l'Atlantique. Comme la plupart des vétérans de sa génération, il parlait rarement de ce qu'il avait fait. Le Pillsbury lui-même servit jusqu'en 1947, lorsqu'il fut désarmé et placé en réserve. La marine le remit en service en 1955, converti en navire de piquetage radar pour le service de la guerre froide le long de la barrière atlantique. Il patrouilla pour les sous-marins soviétiques jusqu'en 1960, puis fut désarmé une dernière fois. Il fut vendu à la ferraille en 1966. Aucun monument ne marque son service. Aucun musée n'expose ses artefacts. Le navire qui participa à la seule capture de sous-marins par les forces américaines depuis 1815 n'existe maintenant que dans les photographies et les archives officielles. Mais l'U-505 perdure. En 2004, le Musée des sciences et de l'industrie acheva une rénovation majeure. Le sous-marin fut déplacé à l'intérieur dans une salle d'exposition souterraine à climat contrôlé. Les visiteurs peuvent maintenant visiter son intérieur, préservé presque exactement tel qu'il apparaissait lorsque les hommes de David franchirent l'écoutille du kiosque. La médaille d'honneur que David n'a jamais vécu pour recevoir est exposée aux côtés du sous-marin, tout comme les machines Enigma que son équipe a récupérées, les livres de code qui déverrouillaient les communications allemandes, les torpilles acoustiques qui révélaient les secrets ennemis. Plus de 30 millions de personnes ont visité l'exposition depuis 1954. Il marche à travers la salle de contrôle où David cherchait des charges de démolition.
Ils voient la vanne que Trosino ferma pour arrêter l'inondation. Ils se tiennent dans les compartiments où 8 marins américains sauvèrent un navire ennemi en train de couler par courage et détermination. La capture de l'U-505 demeure la seule fois où la marine des États-Unis a abordé et saisi un navire de guerre ennemi en mer depuis la guerre de 1812. Cela ne s'est jamais reproduit. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime indique à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des marins qui ont sauté sur des sous-marins en train de couler et ont changé le cours de la guerre. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Déposez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi dans la marine. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé, et merci de vous assurer qu'Albert David, George Castleman et l'équipage de l'USS Pillsbury ne disparaissent pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés, et vous aider à faire en sorte que cela